Donc on a ce code civil qui vient après, et on a toujours ces mouvements de balancier, et l'imaginaire qui reste, et l'énergie, la force propulsive d'un idéal qui est à peu près sans limite et qui déplace l'horizon de l'humanité absolument sans limite. C'est ce qu'on verra après dans la conquête de l'espace et puis tout ce genre de choses. Alors avant d'en arriver justement à cet imaginaire proprement soviétique, vous l'avez évoqué, il y a une réaction, et en préparant cette table ronde, je me suis rendu compte que, alors sauf erreur de ma part, il y a peu dans la science-fiction de l'Ouest d'Union soviétique mise en scène de manière positive. J'ai guère vu que Terra plane de Japomak, ou alors Back in the USSA de Kim Newman, qui imagine que la révolution a lieu aux États-Unis. Par contre, il y a une réaction à la révolution soviétique qui va être très très forte aux États-Unis, dans la science-fiction américaine. Yann? Bah oui, la SF américaine, si elle ne prend pas, si elle ne met pas en scène une Union soviétique positive, elle n'en parle pas. Comme ça, pour pas se positionner. Et de l'autre côté, il est aisé, par contre, de trouver des exemples où on va remplacer le soviétique par n'importe quelle créature qu'il faudra défaire, et lui allier les idéologies caricaturées qu'on pourrait dépeindre. C'était quelque chose d'assez aisé et de pratique pour faire passer un message. Nous sommes les gentils, c'est les méchants. Enfin, c'était très simple et très efficace au final. Justement, on évoquait en préparant cette émission la fortune étrange qu'a eu la révolution soviétique dans la bande dessinée, depuis son alpha avec Hergé à son oméga. Vous l'évoquiez en préparant l'émission. Oui, bon, on a quand même Tintin au pays des soviets, qui est un brûlot extrêmement mal informé sur ce qui se passe en Russie à l'époque, qui est Tintin, c'est quand même le fondateur de la bande dessinée franco-belge pour beaucoup de gens, même s'il a eu beaucoup de prédécesseurs. Et c'est un album que Hergé lui-même va finalement refuser de voir republier très longtemps, parce qu'il en connaît toute la vacuité, même s'il n'est jamais devenu pro-soviétique, je pense. Mais voilà, bon, on a quand même des scènes complètement ahurissantes pour ceux qui n'ont pas lu, où Tintin visite la Russie. Il y a des fausses usines carrément fabriquées à la Potemkin pour faire croire qu'il y a de la activité industrielle, avec des gens qui tapent des casseroles derrière les faux décors pour faire croire que la Russie va bien. Enfin, c'est des caricatures de cet ordre-là. Et Hergé, qui derrière a essayé d'être plus fin dans les voyages qu'il a fait faire à Tintin après, s'est refusé à cet album. Et alors on a cet album-là, et puis de l'autre côté, on a un album d'une extrême importance qui est Partie de chasse de Christin et Bilal, qui est vraiment un album clé dans l'histoire de la bande dessinée, parce que c'est l'album du sérieux de la bande dessinée par beaucoup de côtés, et d'autant plus que dedans, il y a un pronostic avancé sur l'état de décrépitude de l'appareil soviétique, en fait, où on y voit des dirigeants qui viennent de tout le pacte de Varsovie, et dont plus aucun ne croit au régime politique dans lequel ils sont. Ils font au mieux semblant. Et ils sont tous des vieux, et finalement le Brejnev du livre va finir par mourir dans cette partie de chasse, et on y voit la déliquescence vraiment d'un régime dont les élites en fait ont complètement perdu le contact avec les buts initiaux. Et à l'époque où ils écrivent ce livre-là, c'est pas un discours très bien accepté obligatoirement, hein. Parce qu'il y a toujours, on épargne, alors il y a la droite qui tape depuis tout le temps, mais dans les milieux intellectuels, on épargne toujours un petit peu la Russie, parce que... Encore à l'époque Oui, parce qu'on a du mal à imaginer que le système en face soit tellement meilleur, donc c'est toujours l'extrême... voilà, il n'y avait pas une envie de taper là-dessus, surtout qu'en plus la Russie, à cette époque-là, a quand même fait le travail de déstalinisation, etc. Donc il y a une partie Bon, alors c'est loin d'être parfait, et ce livre montre de manière non pas politique, mais de manière très humaine, en fait, très simple, la déliquescence d'un système, et est assez étonnant.
Et c'est le dernier livre qu'ils ont fait en collaboration, ces deux auteurs-là, avant que Bilal a fait un autre récit qui est La Force immortelle, qui est a priori de la science-fiction quasi délirant, puisqu'il y a comme des dieux égyptiens qui viennent sur Terre, mais qui se conclut quand même, encore une fois, sur cette fable du communisme, puisque le régime, qui est clairement un régime d'extrême droite religieux qui règne sur Paris à ce moment-là, bascule à la fin dans un régime émancipateur, parce que les femmes ont enfin le droit de faire de la politique, on s'en aperçoit, avec des cheveux qui sont rouges, hein, que le détail ne trompe pas. De la même manière que les envahisseurs dans David Vincent, quand ils se dissolvent en rouge, je ne sais pas si vous avez remarqué. Pour les gens qui n'auraient pas compris que les envahisseurs, c'est la 5e colonne soviétique, le détail est clair comme ça. Donc voilà, on est dans la bande dessinée vraiment sur et il n'y a pas grand-chose d'autre en fait. Parce que c'est une littérature jeunesse, longtemps, donc on ne va pas parler de ces problèmes-là. Il n'y a pas grand-chose d'autre, entre autres, et de manière très étonnante, dans PIF, qui est une publication du Parti communiste, hein, à l'époque, et qui a des récits remplis d'humanité, mais sans contenu politique réel, c'est-à-dire c'est de l'humanisme complet. On y défend des valeurs du bien collectif, mais pas le collectivisme par exemple. Donc l'étape qui aurait été visiblement plus socialiste n'est quasiment jamais franchie. Et finalement, même quand on regarde des publications qui pourraient être faites par le milieu plus catholique en face, dont une partie des publications ne sont pas du tout marquées non plus religieuses, elles ne sont pas tellement différentes sur les valeurs. Donc ça c'est très étonnant de voir que la bande dessinée a échappé à cette éducation politique qui aurait pu être faite par là. Hein. Rien ne les empêchait de faire de la politique en bande dessinée, ces auteurs-là, et rien n'aurait empêché les catholiques comme les communistes de faire ce choix-là, surtout qu'ils avaient passé un accord tacite au sortir de la guerre pour mettre en place la loi sur la lecture de la jeunesse de 45 ou 49, je ne sais plus. Mais en tout cas, qui avait pas pour but de protéger la jeunesse, mais pour but de protéger le pays des comics américains qui étaient en train de l'envahir à ce moment-là. Et en mettant en place une commission de censure et de contrôle, et la bande américaine à l'époque était très d'aventure, avec des monstres, des pistolets, des machins, en interdisant tous ces genres de représentations de violence, ils ont complètement bloqué l'arrivée de la bande dessinée américaine sur le territoire français. Et donc les communistes et les catholiques s'étaient quand même alliés pour faire ça, la faucille et le goupillon, aurait chanté Ferrat. C'est très étonnant quand même. Et je pense que quelque part, le fait qu'il n'y ait pas eu de politisation très forte de cette bande dessinée destinée à la jeunesse vient de là. C'est qu'il y a un accord tacite, jamais sans doute formulé, de non-agression. Sur ce terrain-là, on apprend des valeurs humanistes, les valeurs humanistes partagées, hein, d'un milieu catholique progressiste et du Parti communiste. Et puis, quand ils sont adultes, on fera la bataille quand voilà, ça bascule dans les années 70 avec Pilote, etc., où là, d'un seul coup, les auteurs décident de parler aux adultes, et donc on va commencer à voir arriver des contenus politiques, et c'est vraiment Parti de chasse qui est le moment où la bande dessinée grand public assume totalement son droit à parler du fait politique fort, et à commenter ce qui est devenu le régime soviétique, quoi.